Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va donc parler cyberattaque. Moi, je suis Fanny, je suis social media manager à la Wellcott School. Je suis avec Julien, donc formateur infra et cyber. Est-ce que tu veux te présenter, Julien? Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis, formateur, AIS, administrateur, d'infrastructures sécurisées à la Wildcode School et je suis ravi d'être, avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va avoir bien besoin de toi parce qu'on va parler d'un sujet d'actualité assez complexe, en tout cas plus qu'il n'y paraît. On va voir un petit peu ce que c'est une fuite de données. Est-ce qu'on est en danger entre guillemets en tant qu'utilisateur? Quand je parle d'utilisateur, c'est les personnes qui étaient du coup inscrites chez Pôle Emploi, enfin France Travail maintenant. Et que peuvent faire en fait les personnes qui ont récupéré nos données avec. Donc ça rappelle la cyberattaque qui avait eu lieu contre Diademis et Almeris. C'est une entreprise qui fait l'intermédiaire entre mutuelles et assurés. Et à l'époque, on avait eu 33 millions de personnes touchées. Et donc, pour présenter un petit peu le contexte, il y a cet article de Siècle Digital qui revient un petit peu sur ce qui s'est passé donc la semaine dernière. Donc, France Travail a été victime d'une cyberattaque. Donc, ça concerne les demandeurs d'emploi inscrits, les personnes qui s'étaient inscrites au cours des 20 dernières années ou qui avaient un espace candidat sur France Travail. Donc, pas mal de monde. C'est un contexte dans lequel il y a eu, entre guillemets, «une faille», du coup, au niveau sécuritaire puisqu'il y a eu une attaque. Est-ce que c'est quelque chose de courant, Julien? Est-ce qu'on peut, du coup, le prédire ou est-ce que c'est plutôt instantané, ce type d'attaque? Oui, alors, oui, c'est quelque chose de très courant, d'autant plus, ces dernières années, les organismes publics, sont la cible d'attaques. Il y a une montée en puissance de ces attaques contre l'État, si j'ose dire, ou au moins les services d'État et oui, en effet, c'est très courant. Donc on entend parler des attaques qui ont réussi, des, exfiltrations de données, mais on n'entend pas parler de celles qui ont échoué et pour lesquelles, les services publics et les entreprises qui travaillent à leur côté, font du bon travail. Donc en ce qui concerne, l'actualité, du coup de l'attaque contre, France Travail, il faut savoir que l'année dernière, il y a eu une exfiltration de données aussi, une fuite de données qui a concerné, en gros à peu près 10 millions de personnes. Ça s'est passé en août dernier, en août 2023 et la fuite de données était un peu moins conséquente parce que là, on parle quand même de 43 millions, potentiellement de personnes impactées et il faut savoir que c'est en effet, c'est plutôt courant, mais ce n'est pas, France Travail qui est visé, particulièrement. Disons que les, pirates vont cibler une multitude, de services. Donc là, on parle de France Travail. La semaine prochaine, ce sera peut-être un autre service, voilà. Qu'importe, il faut savoir que c'est toujours le jeu, du chat et de la souris entre les personnes qui veulent, défendre, les intérêts et ceux qui veulent, attaquer justement, c'est très courant et si je peux me permettre de développer encore un peu plus, faut savoir que, les services de l'État sont particulièrement ciblés parce que contiennent une grande quantité de données. C'est une cible de choix finalement pour les pirates. Les organismes publics disposent aussi d'une surface d'attaque qui est considérable parce que, de par le nombre de collaborateurs qui travaillent au sein de ces organismes, le nombre de services proposés et puis les sous-traitants aussi qui travaillent, pour ces organismes, hein. Il y a des entreprises qui sont engagées aussi et du coup, ça multiplie les vecteurs d'attaque ou les surfaces d'attaque. C'est réellement une cible de choix. Puis aussi, de par le fonctionnement et l'organisation de ces organismes publics, savoir que c'est des machines lourdes, qui ont des prises, de décision qui sont plutôt rallongées et donc, on pourrait parler d'un manque d'agilité, mais c'est pas spécialisé à France Travail, c'est plutôt, d'ordre général et c'est national, contre les pirates qui, eux, sont super agiles et qui sont super réactifs sur le ciblage des, attaques et donc on se retrouve avec 2 mouvements, d'un côté, les organismes qui essayent de se défendre et de l'autre, les pirates qui, sans relâche attaquent, attaquent, attaquent et puis les pirates, il suffit d'une fois, que ça marche une fois pour que, on se retrouve avec, l'actualité comme, on se retrouve actuellement. On pourrait encore aller beaucoup plus loin dans les explications, essayer d'en savoir un peu plus, même si l'organisation technique de l'attaque n'a pas été divulguée à ce jour. On a quand même quelques idées, mais pas en dire beaucoup plus. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit: «La dernière attaque aurait été permise par la récupération de vrais codes de conseillers chez France Travail d'après Le Monde Informatique». Il me semble C'est avoir ça. lu aussi que cette attaque-là, du coup, qui a eu lieu la semaine dernière, c'était aussi en usurpant, en fait, l'identité de vrais conseillers. Est-ce que c'est une technique qui est toujours utilisée, en fait? Ou est-ce que ça Alors, peut varier un petit peu? ah oui, oui, ça varie. En fait, ils sont super ingénieux. On a affaire à des personnes hyper compétentes qui prennent leur temps et qui font un focus, sur leur mission d'exfiltration de données. Donc c'est des personnes qui sont hyper,
concentrés et qui mettent du cœur à l'ouvrage, si j'ose dire, pour mener à bien leur mission. C'est de l'usurpation d'identité. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'aller, attaquer l'humain, si j'ose dire, que les mécanismes, techniques et organisationnels qui sont mis en place, par exemple à travers des pare-feux ou une infrastructure sécurisée. Une des failles en cybersécurité qu'on aime dire, c'est que, c'est beaucoup plus facile, d'aller attaquer l'humain en lui faisant croire des choses et l'amener à faire ce qu'on veut et donc oui, ça serait potentiellement un vecteur d'attaque, très commun, malheureusement. Merci pour les précisions. C'est hyper, intéressant, je trouve, la phrase justement que tu viens de dire. On cible plus l'humain, finalement que les machines, parce que c'est peut-être, plus facile justement d'attaquer par ce biais-là. Il y a quelqu'un dans le chat du coup qui nous dit, «Merci pour vos réponses. Je suis effectivement concerné par les 3 attaques». Je pense que vous êtes, plusieurs en tout cas, à nous regarder et à être concernés donc on va en parler. On va parler justement, ben, des risques qui sont liés à cette fuite de données. Donc Numérama a aussi fait, un article sur, l'attaque et il était intéressant parce que c'est vraiment, basé sur ce que peuvent faire les hackers avec nos données. Donc il y a un petit peu de rappel, donc sur les données qui ont été piratées. Donc c'est vraiment, tout ce qui est relatif à l'identité, donc nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresse mail postale et numéro de téléphone et selon, la plateforme donc cybermalveillance.gouv, les principales menaces, ce serait du coup, tout ce qui va être, hameçonnage, donc des personnes qui vont vous appeler en disant, «Oui, c'est votre conseiller, je vous appelle pour telle chose» et cetera ou en tentant un petit peu de vous escroquer et tout ce qui va être, usurpation d'identité. On a un welder du coup en formation, qui s'appelle Hakim, qui est, sur le campus de Nantes, qui nous a envoyé, ce message qu'il a reçu, du coup, la semaine dernière. Alors on ne sait pas si c'est vraiment lié à l'attaque de France Travail ou si c'était, décorrélé. On en reçoit tellement, aujourd'hui de ces messages que c'est dur de le lier ou non, à ça. Mais, comment on peut savoir du coup, Julien, si on est victime, en fait, de ça et si nos données ont été récupérées? Parce que oui, on était, peut-être inscrits chez, Pôle emploi, France Travail, mais comment on sait, en fait, si nos données se baladent un petit peu, si elles ont été hackées? Est-ce qu'il y a, peut-être des façons de le savoir, d'aller chercher un petit peu, quand on est un individu? Oui, tout à fait. Alors logiquement, la réglementation est plutôt bien faite. C'est pas à nous à aller chercher, l'information de si nos données font partie de la fuite de données. Disons qu'il y a une obligation légale, européenne, qui découle du RGPD. Le RGPD, l'acronyme de Règlement général sur la protection des données et donc, ce RGPD, en gros, stipule, tout le monde en Europe est concerné, que, si jamais, on a été victime, d'un vol de données personnelles, l'entreprise, doit, avertir la CNIL, donc la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, justement de cette attaque-là. Avec, le fait de dire que potentiellement, voilà les comptes qui ont été piratés, ça concerne tant de personnes et puis la CNIL de son côté va faire une enquête, en fait, pour voir, un peu comment ça s'est passé et surtout le RGPD impose, à l'entreprise ou à l'organisme qui a été victime de l'attaque d'avertir personnellement, beh, tous les utilisateurs qui seraient concernés par cette, potentielle fuite de données. Donc logiquement, vous devriez recevoir dans les prochains jours, ou si c'est peut-être déjà fait, on a vu là dans le chat, personne qui a dit: «Je suis concerné par les 3 attaques moi». Donc ça veut dire que, potentiellement la personne a déjà reçu, des informations comme quoi, ces données ont peut-être fuité. Donc c'est pas à nous à faire la démarche et de ce côté-là, c'est plutôt bien fait je trouve. C'est l'information qui doit venir à nous, c'est une obligation légale et voilà, les entreprises sont accompagnées, les entreprises ou les organismes justement par des sortes de garde-fous ou des autres organismes qui ont la responsabilité de tout ça. On a, Timothée qui réagit justement et qui dit, «Dans le cas de ces attaques-là, de multiples mutuelles santé, les opérations de traitement, comme elles sont confiées à des sous-traitants, ils sont pas obligés de notifier que nos données ont été hackées, directement au client, en fait. Si c'est sous-traité, il y a peut-être d'autres chemins, enfin l'info passe peut-être aussi, différemment». Alors, c'est possible. Je n'ai jamais eu affaire à ce cas de figure dans lequel, fort heureusement, j'ai eu à déclarer. Seulement c'est bien borné, hein, le RGPD, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Puis, s'il y a des sous-traitants, je pense pas que ça couvre, le fait que ça exempte en fait, de la réglementation. Maintenant, il doit peut-être y avoir des façons de procéder qui diffèrent un peu. En effet, même les organismes publics
sous-traite à d'autres organismes publics, ou à des entreprises privées, une partie de leur organisation du système d'information ou de la sécurité ou un service spécifique. Il y a du monde, là-dedans et après il faut se conformer à la réglementation. De toute façon, moi je fais totalement confiance à la CNIL pour mener à bien les enquêtes et faire ce qu'il faut là-dessus. Maintenant, c'est un peu trop tard, on a envie de dire, mais déjà, c'est bien de réagir après. Complètement et justement, comme tu parles de réagir après et cetera, est-ce qu'on peut savoir, une fois que c'est passé, même si, j'imagine que ça sortira pas, au grand public, est-ce qu'on peut savoir comment l'attaque a été faite? Enfin, est-ce qu'on peut justement retracer un petit peu comment, une personne ou un hacker a pu rentrer, dans le réseau ou dans ce système de données? Comment ça se passe ça, une fois que l'attaque Beh, a été faite? alors en fait, il y a une enquête, hein, qui est menée, donc on en saura certainement plus, par la suite. Maintenant, si vous voulez, je peux expliquer celle de l'année dernière, qui concerne août 2023, dont était la cible France Travail. Donc France Travail, pour rappel, c'est l'ancien Pôle emploi, hein, ça a été, nommé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, des CVE dans le monde de la cyber. Une CVE, c'est en gros un système d'indexation de vulnérabilité, que tout le monde peut aller consulter. Donc les hackers et ceux qui se défendent, les agresseurs, les pirates et ceux qui se défendent, utilisent les mêmes bases et en fait, c'est ce système d'indexation, il est basé sur un système de score et au plus le score est élevé et au plus la vulnérabilité, est facile à mettre en œuvre et potentiellement préjudiciable, pour, les organismes ou les entreprises qui utilisent cette technologie. Et là, il faut savoir qu'en août 2023, en fait, il y a une CVE, avec un score de 9,8 qui a été publiée. Elle a été publiée, vers mai-juin 2023 et ce qui est énorme, en fait, CVE de 9,8, C'est, sur c'est 10 ou sur 20? 9, sur virgule 10. 8. OK, Ouais, ouais, 9,8 sur OK. 10, donc c'est très proche du 10. C'est quelque chose qui est facilement exploitable et voilà. Et ça a été elle a été, heu, elle a été publiée en mai-juin. Il faut savoir que j'abordais en préambule, c'est que c'est, des organismes, étatiques qui sont plutôt lourds, au niveau de la réactivité et pas trop agiles. C'est-à-dire que c'est compliqué de venir patcher ou apporter des solutions, quand on utilise un service, quand bien même il est identifié, potentiellement vulnérable. Alors que les hackers, pour eux, c'est très facile, d'être super agile et d'exploiter ces vulnérabilités. Et donc ça a mené à quoi? 2 mois après, par l'exfiltration de dizaines de milliers, de données personnelles. Pourquoi? Parce que c'est la réactivité qui a été un frein en fait au fait de pouvoir, réagir, enfin au fait de pouvoir avoir un comportement qui ne permet pas ce genre de choses. Et donc cette CVE-là, elle faisait appel, tout à l'heure, on a entendu, quelqu'un qui parlait de sous-traitants. En effet, France Travail, de par la propose des services spécifiques, heu, un qui était sous-traité auprès de Moovit. Moovit, c'est, une entreprise qui permet par exemple, d'uploader de la documentation, hein et donc lorsqu'on est en contact avec France Travail ou des organismes publics, il faut bien uploader, c'est-à-dire envoyer des documentations, au format numérique et en fait, cette faille-là, elle était identifiée sur ce système-là. Sauf que, fallu attendre qu'il y a eu une exfiltration de données pour pouvoir, réagir, mais une fois que c'était trop tard, en fait, Oui, malheureusement. bah, comme tu l'as dit, c'est comme c'est un peu des grosses entreprises, forcément, c'est pas comme si c'était une start-up avec, 5 personnes qui vont réagir, directement dans la journée même. Enfin, Ouais. là, ça demande une organisation, beaucoup plus conséquente. Ça me fait, aussi penser, au vol, de matériel qui a pu avoir lieu, donc pareil les dernières semaines concernant, les jeux olympiques de Paris, donc 2024. Il y a 2 matériels, informatiques qui ont été, volés, dont, des ordinateurs, et qui contenaient en fait des données confidentielles. Est-ce que, là-dessus aussi du coup c'est un enjeu un peu d'attaque, mais on va dire que c'est une attaque directe parce que là on vole vraiment le matériel. Est-ce que, c'est risqué de se faire, voler du matériel aussi? Parce que finalement il y a toutes nos données et c'est aussi une fuite de données quand on se fait voler un ordinateur, un téléphone, une clé USB, quelque chose. C'est quoi les risques et est-ce que l'information, elle peut être utilisée comme dans une cyberattaque? Oui, 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 tout à fait. Alors, le résultat n'est pas le même, si on se fait voler un ordinateur personnel, d'un ordinateur d'une personne qui s'occupe de l'organisation, de la sécurité au niveau des JO de Paris.
Bien entendu, mais disons que oui, les données qu'on peut récupérer dessus peuvent permettre notamment de récupérer des logins, des passwords des passwords pour pouvoir accéder à d'autres services. Alors il peut y avoir là on parle d'un un ordinateur qui concerne des plans confidentiels. Donc ça se trouve, c'est toute la stratégie derrière qui est mise en place pour de la réponse sur incident ou ce genre de choses. Ce qui nécessite bah, du coup, de devoir revoir tous les plans et de les modifier si quelqu'un y a accès. C'est plus Mmh. quelque chose qui est confidentiel et nous, au niveau personnel, ça peut nous arriver aussi de perdre, un ordinateur ou de se le faire voler ou un téléphone. Donc oui, il y a des mécanismes qui permettent de prévenir tout ça. Maintenant, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on pourrait, par exemple, chiffrer le disque dur, ce qui permet d'avoir des données intelligibles, même si on prend le disque dur et qu'on le branche, sur une autre machine, les données sont chiffrées. On pourrait mettre en place aussi, de l'authentification à double facteur, par exemple, qui permet de devoir valider au niveau de l'authentification, qu'on est bien la personne qu'on prétend être à travers un autre, système d'authentification, hein, un SMS ou voilà, ce qui permet de démultiplier l'authentification et donc pour pouvoir avoir accès à des données confidentielles, on peut multiplier comme ça les facteurs d'authentification. Et puis surtout, il faut réagir vite fait. C'est-à-dire que les services informatiques, lorsqu'on travaille pour les entreprises, beh, il faut leur dire très rapidement parce que le plus souvent, ils ont mis en place des garde-fous qui permettent justement de faire sortir, l'ordinateur ou le matériel, du pool informatique, histoire que ce matériel-là n'ait plus accès aux données. Donc il faut vraiment le dire très, très, très rapidement, voire, se prémunir de des fuites de données que contiendrait le matériel. Complètement. Mais, c'est hyper intéressant, ce que tu dis sur les solutions justement pour, même en cas de vol, éviter, de partager en fait toutes nos données, toute, notre «vie» entre guillemets. Ça dépend aussi, si c'est un matériel professionnel, personnel, il y a aussi cette, distinction-là. Hem, Est-ce que, justement tu conseilles du coup de stocker un peu toutes ces données sur un serveur, peut-être, externe? Enfin, est-ce que c'est plus sécuritaire, on va dire, par exemple, de tout avoir sur un drive en ligne accessible avec, une solution, à double facteur? Ou est-ce que, c'est mieux de tout avoir sur son ordi en local, par exemple? Est-ce qu'il y a des pratiques comme ça plus au niveau, serveur, réseau? Ou est-ce que, peu importe, en cas de vol? En cas de vol, en fait, le fait de démultiplier, les données et de les exporter sur, un autre support, hein, qui est externalisé, ça permet, d'offrir ce qu'on appelle l'accessibilité à la donnée, une redondance des données qui permet que si on perd, hem le matériel, beh, comme elle a été copiée ailleurs, on peut toujours la retrouver la donnée. Mais ça ne protège pas forcément contre l'accès à cette donnée-là. Il y a même des clouds ou des drives qui sont attaqués régulièrement et donc i les fuites de données, au plus les données, on va les éparpiller partout, au plus on va pouvoir, les pirates, ont des points d'entrée. Maintenant, honnêtement, les pirates, ils s'intéressent vraiment plutôt aux grandes entreprises, là où il y a réellement beaucoup, beaucoup de données, parce que derrière, ils les revendent. Nous, en tant que simples utilisateurs, ça les intéresse pas forcément. Ce qui nous Mmh. intéresse, c'est de nous duper pour pouvoir avoir accès à d'autres services derrière. Mais nos données en tant que telles, elles sont pas hyper, intéressantes Oui, il pour y a les souvent pirates. un aspect, financier finalement derrière, de voler Oui, de la donnée pour ensuite usurper l'identité, faire de l'argent avec ça. Enfin, c'est vrai que quand on ouais, est entre guillemets, «personne», c'est pas une raison pour, ne pas se protéger, mettre toutes vos données, ouvertes, en flux libre et cetera, mais, en tout cas, il y non. a peut-être moins de risques. On a Chlorure Dev qui nous dit, pour être tout à fait exact, qu'aucun plan a été volé en réalité. C'est, bien de le repréciser. L'ordinateur, il contenait seulement des prises de notes à usage interne et il y a aussi un effet, un peu de sensation média sur tout ce qui est cyberattaque. C'est vrai que, comme tu le dis, Chlorure Dev, on a souvent le fait que dès que l'info sort, il faut que tout le monde fasse un article là-dessus et on n'attend pas forcément de voir quel est l'impact vraiment de cette fuite de données. Bah, comme c'est le cas finalement avec, la fuite de données de France Travail, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça va avoir et pourtant tout le monde en parle et il y a un peu du coup une peur, là-dessus, surtout quand on ne connaît pas en fait. Le fait de ne pas connaître tout ce qui va être, infrastructure et cybersécurité, ça nous met dans une position de peur, de ne pas savoir. Donc c'est important, bah, de démystifier un peu tout ça, Julien, et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur cette, sensation, ce
se fait un peu de surcommuniquer sur les cyberattaques? Non, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire qui a été fait. Voilà, quand on parle, d'attaque, on voit directement 43 millions de personnes. Oui, alors c'est potentiellement après c'est pas des informations il y a certes des informations sensibles. Maintenant, si on respecte une certaine façon de traiter en fait ces données personnelles, notamment je pense à du bon sens lorsqu'on reçoit un mail, d'un service, qu'importe si on a l'impression que c'est un service public, ne pas cliquer sur des liens, voilà, heu, ça fait partie de ce qu'on appelle, le bon sens. Voilà, on clique pas sur des liens Mmh. directement dans le mail, on se connecte directement au service dans un navigateur et on regarde voir si réellement, oui, on a gagné une cagnotte de de 5 000 € ou alors si oui, en effet, je dois fournir un document et on ne passe pas directement. Il faut savoir que les mails, c'est un des vecteurs d'attaque, qui est le plus utilisé, hein, les mails de phishing. Mmh. C'est Voilà, de en mieux fait aussi, hein, pour qu'on s'y perde. C'est sûr que les SMS, «Nous vous devons, 400 €», bah, ça fait plaisir, on a envie d'y croire, mais on sait bien que c'est pas vrai. Un email où on demande d'importer un document ou de répondre à un message dans notre espace personnel, là, quand ils sont vraiment bien faits, ça peut être dur aussi de déceler un petit peu, l'arnaque ou, oui, donc des pratiques qui permettent justement de contrer, très simplement, hein. On clique pas sur les liens et on se connecte soi-même sur les services dans un navigateur ou autre. très bonne recommandation. Chlorure Dev qui nous dit: «La sensibilisation du grand public est toujours sous-estimée». Je suis, assez d'accord avec toi, Julien, notamment sur ce que tu dis de jamais cliquer sur un lien. Toi, c'est du bon sens, pour moi, c'est, du plus. Enfin, c'est pas pour moi, une question de bon sens, c'est, «Ah OK, il faut que je fasse ça, ouais, c'est bien». Ça me vient pas naturellement, parce que je suis pas forcément sensibilisée à Mmh. toutes ces arnaques et effectivement, quand le mail est un peu bizarre, là, je vais pas cliquer. Mais un mail qui est bien fait, qui est envoyé, dans le bon timing, on va dire, si j'ai eu un rendez-vous médical avant et cetera, je vais cliquer, sans méfiance aucune. Donc effectivement, c'est peut-être un peu sous-estimé quand on baigne dans ce milieu-là, on se rend peut-être pas compte de la vision du grand public. C'est vrai et puis on retombe, du coup sur ce qu'on disait au en début de présentation. C'est que finalement, c'est beaucoup plus facile d'aller usurper, ou de duper un être humain, que de passer les systèmes de sécurité, qu'on aurait mis en place, les aspects techniques en fait, hein. C'est beaucoup plus facile, que Mmh, de demander à une personne de faire quelque chose, hein. C'est juste de la manipulation, complètement, voilà et puis voilà, les données qu'ont potentiellement récupérées justement avec cette attaque, ben, les pirates vont pouvoir les revendre, et elles vont pouvoir servir ces données-là, heu, à justement ce genre d'attaque avec des on a l'impression que c'est légitime parce que, le mail qu'on reçoit utilise des données déjà, privées, mais qui ont été récoltées lors de mmh, précédentes exfiltrations de données et donc on se dit: «Beh, de toute façon, si ça reprend mon numéro de sécurité sociale, c'est que c'est bien, l'organisme qui le connaît et donc il est tout à fait légitime. Donc c'est en ça que c'est plutôt élaboré. Puis, voilà, il faut passer par de la sensibilisation. Donc il y a, l'ANSSI, A-N-2-S-I, mais qui propose, un guide sur les bonnes pratiques, au niveau du numérique et qui est accessible, et très, compréhensible par le commun des mortels si j'ose dire, ou au moins voilà, c'est vulgarisé et ça vous donne réellement des vraies, recommandations sur, comment utiliser les outils numériques et je pense que, ça commence par là et j'irai même plus loin, je pense qu'on devrait même, l'apprendre à l'école, en fait, aux tout petits qui justement sont hyper exposés à tous ces services numériques et donc complètement. ça serait plutôt une bonne chose. On a Timothée qui nous dit: «Il existe aussi un MOOC Annecy», Ouais, le donc MOOC, encore mieux pour se former. Merci pour la reco. Merci beaucoup Julien pour, tout ce que tu nous as partagé. Je pense que pour ceux qui avaient déjà un pied dans la tech, ça a permis d'emmener peut-être la réflexion un peu plus loin et pour ceux qui étaient, moins initiés, ça nous permet de repartir avec plein de bonnes pratiques et de ne pas avoir, peur dès qu'on voit le mot cyberattaque dans les médias. Donc c'est déjà ça de prix, donc merci pour ça. Merci à tous ceux qui ont suivi. On a Chlorure pour le mot de la fin, qui nous dit: «La plus grande faille de sécurité est souvent entre la chaise et la machine», dixit mon prof. Je pense c'est que ça. c'est un très bon moyen de conclure. Merci, Chlorure. Au revoir.